Salut tout le monde, Salut tout le monde, comment ça va? ça va bien? Et toi? Nickel, nickel, nickel. Installez-vous dans le chat, mettez-vous à l'aise. Je vois que tout le monde rejoint, impeccable. Hop là, je vais juste nous mettre en grand pour qu'on puisse. Touk, touk, touk. Alors, un instant, on va se mettre en mode comme ça, spotlight, et tu vas me rejoindre à côté. Start. Hop, là on le voit en grand. Oula, Et attends, un instant. Toujours un ma peu tête en géant. complexe, ces trucs-là. Non, c'est pas ici. OK, tout le monde me rejoint, ça c'est bon. Ah voilà, parfait. Là, on devrait être bien. Hop, j'ouvre mon chat. Nickel. Salut Kevin, salut Sarah, salut David, Paul, Stéphane, Vianney, les habitués, salut tout le monde. Salut tout le monde. Comment ça va? Je vois qu'il y a Mathilda aussi qui écrit, les gens nous rejoignent, nickel, impeccable. Salut à toutes et à tous, Jean-Christophe, Pierre, impec. Il y a un dress code jaune, c'est vrai que tout le monde a mis son petit perso jaune C'est aujourd'hui. vrai. Mmh. Bon, bah, impeccable, on va pouvoir se lancer, démarrer tranquillement alors. Allez, c'est parfait. Surtout, vous nous dites si jamais il y a une coupure, ou il y a un truc qui est mal entendu, il y a voilà, la moindre question, il ne faut surtout pas hésiter. Vous pouvez la mettre directement dans le chat. On va rebondir sur les questions au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce rendez-vous Spotlight. Mm. Et puis, on se fera une phase à la fin de questions-réponses, enfin, un peu plus ouvert. S'il y en a qui veulent prendre la parole, ils pourront à la fin sans problème. Ouais, C'est pour lutter contre la météo, exactement, Paul. On met un peu de soleil. c'est ça. Eh ben, on est aujourd'hui avec Alexandre Cohen, qui nous a rejoint, qui a accepté de venir nous parler de son dernier projet. Avec grand Euh, plaisir. le projet Tessai. Est-ce qu'on dit Tessai? Est-ce qu'on dit TC? Il y a un Je crois bien qu'on dit Tessaï. On dit Tessai, ok. Tessaï. Ok, on va Ouais. dire Je Tessai. pense que limite, c'est fait exprès pour qu'on prononce bien Tessaï et non pas TC. Ouais, la petite Mm. vaguette sur la. Ouais, la Ok, petite je comprends. vaguelette sur le A, ouais. C'est ça. Ok, bah, très bien. Bah, tu vas pouvoir nous parler après de ce projet-là. Ouais. Je vous montre un peu le programme. L'idée, c'est qu'on Merci démarre. David pour le tips. Exact. Il a bon goût, David. C'est ça. L'idée, là, c'est que pendant une petite heure, donc on découpe ça en deux temps. On a une phase de 40 minutes de questions, à la fois mes questions et les vôtres, si vous en avez. Donc, c'est pour ça que je rappelle bien, c'est important de les poser si vous en avez. Et 20 minutes de fin orientées plutôt voilà, questions libres, etc. Peut-être pour plus voilà, apprendre à te connaître. Mm. Et pendant cette phase d'interview là, de 30-40 minutes, l'idée c'est de voir un petit peu, alors j'ai mes notes à côté, c'est pour ça, de voir un petit peu ton parcours en amont, comment tu en arrivé à faire du Webflow, Mhm. et comment tu en arrivé à faire des sites e-commerce notamment, comment voilà, tu m'as découvert toute cette stack-là. On rebondira sur, en effet, la stack que tu utilises et comment tu viens construire un projet e-commerce. Et puis, on terminera par, du coup, un vrai focus sur ce projet TSAI et que tu puisses nous expliquer un peu comment ça s'est déroulé, comment tu conçois un projet comme ça, Mhm. comment tu opères avec Webflow et Shopify, comment tu envisages également l'avenir, s'il y a une maintenance, s'il y a des évolutions futures, etc. On va reparler de tout ça. Mhm. C'est un moment qu'on va passer ensemble. Donc installez-vous. Très Je ne sais pas bien. si tu as pris un truc à boire, toi, Alexandre, mais je fais que monter toujours. Non, même pas. J'ai bu trop de café déjà aujourd'hui. J'ai un verre d'eau. Ça me va très bien. C'est très bien. C'est très bien. Bon, bah, salut tout le Voilà. monde, installez-vous, on va démarrer alors tranquillement, le temps que tout le monde Mhm. nous rejoigne. Mais si tu veux, Alexandre, on peut commencer par la première question. Question un peu habituelle, Mhm. désormais, on va la poser à tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu ton parcours de ton début professionnel à aujourd'hui? Comment t'en es arrivé à Mhm. faire ça aujourd'hui? Avec plaisir. Alors, c'est arrivé un petit peu par hasard au début, on va dire. Ma mère a créé une entreprise, un e-commerce, depuis 2006. En fait, elle utilisait une vieille plateforme qui s'appelait MyShop. C'était un espèce de CMS à l'ancienne, mais qui fonctionnait très bien. C'était très rapide, etc. Jusqu'en 2015-2016 où est arrivée toute l'ère du responsive, l'ère des CMS qui sont devenus de plus en plus puissants, donc notamment WooCommerce, Ouais, voilà. Shopify qui a commencé à se répandre un petit peu en France et d'autres solutions EasyShop. Donc à ce moment-là, sa plateforme est commencé à devenir un peu obsolète. Donc
on a commencé à réfléchir à une solution. Moi, j'étais encore étudiant, j'avais pas du tout prévu de faire ça à la base, mais j'étais un petit peu impliqué parce que ça me plaisait bien. Et donc à ce moment-là, j'ai découvert en 2017, en fait, en tout premier, j'ai découvert Shopify. Donc je l'ai aidé à faire sa migration sur la plateforme Shopify en 2017. Donc c'est un petit peu comme ça que je suis rentré dans le bain du développement web no code, on va dire. Ok. Donc c'était un assez gros projet, hein. C'était une boutique avec 2000 produits, des migrations à faire, des redirections, enfin un assez gros truc. Donc Ambitieux. c'était assez intéressant. Et suite à ça, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu de loin, on va dire. Je voulais toujours pas en faire mon métier. Moi, je faisais des études. J'avais commencé par une licence en école de commerce. Après, j'ai fait un master en gestion, en accompagnement entrepreneurial. Mon but, c'était de créer une start-up ou une entreprise à la base. Et au final, je me suis retrouvé à créer des sites sur WordPress au début pour des projets étudiants, des trucs comme ça. Ok. Donc, j'ai mis les mains dans le cambouis sur WordPress. Et j'ai commencé à faire des petits sites pour des amis à droite à gauche, pour des projets. Puis au final, j'ai réalisé que ça me plaisait vraiment le process de faire des sites. Mm. Mais bon, j'étais déjà en master 2, je voulais pas devenir développeur web proprement parler parce que je me disais que c'était déjà un peu tard de Ok. reprendre des études pour devenir développeur tout court. Et j'ai fait un métier pendant un an qui avait rien à voir avec le développement, mais j'ai travaillé à la Chambre des métiers et de l'artisanat pendant un an où j'ai accompagné les chefs d'entreprise artisans à développer leur boîte. Et comme j'avais forcément des compétences en numérique, j'étais un petit peu affilié sur le volet numérique. Donc, je les aidais également à créer des sites web. Donc, c'était des choses relativement simples. Euh, J'avais apporté la solution Shopify, etc. Bref, j'ai travaillé un an là-dedans. Et au final, j'ai eu envie de me mettre réellement dans le web, donc de faire ça à 100%. Et j'ai découvert Webflow via des pubs sur Facebook, je pense, avec des animations magnifiques. J'étais tombé sur des sites de Timothy Rix. Là, je pense que tout le monde le connaît ici. Donc j'ai vu ça, j'ai dit ouais, c'est magnifique. Il faut que je fasse ça. C'est pas possible qu'on puisse faire ça en no code, etc. Donc à la base, c'était cette approche-là qui m'avait pas mal attiré. Donc c'est un petit peu comme ça que je suis tombé sur Webflow et que j'ai commencé du coup à m'intéresser, à me former. Et voilà, Ok. le petit parcours, la Excellent. jeunesse C'est du projet Webflow. trop bien. C'est ouais, c'est en effet, c'est un revirement un peu de dernière minute, parce que finalement, c'est à la toute fin que tu décides de te lancer dans le développement. Tu doutes, t'empêches tout le long de ton parcours étudiant, et finalement, c'est à la fin que tu te dis, OK, Webflow va me permettre de faire ce que je veux faire sans avoir passé par la case études. Ouais, tout à fait. Tout à fait, C'est même excellent. si aujourd'hui j'ai envie de rattraper un petit peu ça. C'est bien tout ce que vous faites aussi avec les sessions JavaScript, etc. Je pense Ouais. il faut pousser un peu plus loin ce que propose Webflow, Hmm. mais c'est Ouais, déjà un très bon début. Enfin, tu Hmm. sens déjà que tu as envie de retourner vers du code. Ouais, Ok. enfin, pour aller un petit peu plus loin, et puis j'en parlerai aussi par rapport à Ouais. Shopify. Il y a toujours des moments, je pense, où quand on veut aller un petit peu plus loin dans les projets, on a besoin de code, quoi. On a besoin de Ouais. comprendre, on a besoin de faire. Déjà dans Shopify, je bidouillais un petit peu, mais bon, c'est surtout du HTML, CSS. Ok. Et bon, après, Shopify a aussi son propre langage de code, j'en Hmm. parlerai, mais dans tous les cas, il y a toujours des moments où tu te retrouves coincé, en fait, quand t'as pas le minimum de connaissances, on va dire. Ouais. Donc, Non, voilà. c'est intéressant. C'est un choix que beaucoup font de démarrer par. En fait, c'est même pas forcément un choix qui est implicite dès le début, c'est qu'on démarre par le no-code ou par le Webflow, Mm. et d'un seul coup, on se dit, OK, ouais, le développement, c'est quelque chose qui va m'intéresser. Et puis, par la curiosité, on va se lancer dans le code. On va en effet commencer par des petits morceaux de CSS, des petits morceaux de JavaScript, et puis on va commencer à créer des scripts. Et petit à petit, comme ça, on va rentrer dans le développement. Et c'est drôle que beaucoup, mine de rien, trouvent ce plaisir de développer par le no-code. C'est Ouais, de plus en plus fréquent. Bon, bah, trop bien, excellent. ouais, Et donc exactement. aujourd'hui, freelance à ton compte, là, depuis combien de temps maintenant? Ça fait à peu près, on va dire depuis avril 2021, on va dire, ouais, Ok, donc un entre an. janvier et avril 2021 Ok, que je fais ça à 100%. ok. Donc bientôt Ouais, 2 ans. Bon, bah, ouais, c'est bien. exactement. Et du coup, ça enchaîne parfait avec ma deuxième question. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu, là, sur ces 2 années de freelance, et un petit peu avant, si tu veux en parler avant, mais les Mm. profils de clients et peut-être
si tu as repéré un changement. Je sais que toi, tu es arrivé par, du coup, dans Webflow par les ads, par ce milieu-là. Est-ce que tu as senti aussi une différence entre tes clients du début, ou tu as déjà eu des clients qui recherchaient du Webflow et tu as poursuivi comme ça? À quoi ils ressemblent tes clients aujourd'hui? Ouais. Alors, en termes de clientèle, il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis freelance sur Webflow et Shopify. En fait, Ok. je propose toujours les deux aujourd'hui parce que du coup, j'ai appris à maîtriser Shopify et je propose les deux. Ok. Et on va dire que quand j'ai commencé mon activité de freelance, j'avais surtout des demandes Shopify, parce qu'il y a énormément de demandes sur Shopify, des gens qui créent des e-commerce. Donc, mon profil de client, on va dire, c'est des PME. Hmm. PME entre 1 et 10 salariés, on va dire, hein, j'en sais rien. Ok, ouais, petite boîte, ouais, Et c'est ça. ouais, des petites boîtes généralement qui créent des Dans quel secteur? soit soit que C'est des PME qui vendent quoi? alors pour les pour des e-commerce, j'ai un peu de tout. J'ai dans le secteur de la beauté, j'ai une Ouais. marque de cosmétiques suisse, j'ai une marque de probiotiques, une entreprise familiale d'huile essentielle aussi. Enfin, j'ai pas mal de types de projets différents, on va dire, c'est des PME. Ok. Je travaille aussi toujours dans l'entreprise familiale en tant que freelance aussi, pareil. Donc, le e-commerce de ma mère dont je vous parlais au début, ça, je travaille aussi depuis. Je continue à travailler en freelance sur de la maintenance et des opérations un peu plus vers le marketing, on va dire. Ok. Et Webflow, du coup, Webflow, bah, j'ai des clients, alors un petit peu moins quand même de clients Hmm. Webflow que Shopify au final. Et je pense que comme beaucoup de gens sur Webflow, c'est surtout des startups, quoi. Ouais. Donc en fait, moi, j'ai été un petit peu déçu au début, en fait, parce que sur Webflow, je m'attendais, je pense que c'était une fausse impression que j'ai eue ou une fausse bonne idée que j'ai eue de me dire que j'allais faire que des sites, on va dire, stylés, artistiques Hmm. sur Webflow. Et au final, le gros besoin que je réalise aujourd'hui sur Webflow, on va dire dans 80-90% des cas, ça va être des startups qui Ok. vont avoir besoin de créer des petits sites de 5 pages, 8 pages, toujours à Hmm. peu près les mêmes structures, les mêmes fonctionnalités. Et au final, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je m'ennuie un petit peu, on va dire, Ok. dans ce style de projet-là, de dire que je vais refaire les mêmes choses en boucle, prendre, voilà, on m'envoie une maquette Figma que je dois faire en 5 pages sur Webflow. Donc, au final, je me suis rendu compte que le e-commerce me plaisait plus parce que Mhm. généralement, on a plus de création d'univers, on a la main sur plus de choses. Le e-commerce pour un site, pour un e-commerce, c'est hyper important en fait puisque c'est leur boutique, c'est leurs chiffres, Ouais. et aussi il y a plein de services qui sont associés au e-commerce pour aller plus loin, tout ce qui est tunnel de vente, tout ce qui est marketing derrière, email transactionnel, enfin il y a plein de Hmm. choses derrière. Donc, pour en venir à ça, au final, c'est pour ça que en fait, j'adore l'outil Webflow dans sa conception, dans la possibilité d'avoir 100% la main sur le design. Et j'adore faire du e-commerce, donc il fallait que je trouve, Un moyen de faire que les deux. j'essaye de trouver ouais, les deux, c'est ça, exactement. Ok, c'est intéressant parce que du coup, en effet, il y a une réalité. Webflow permet de faire énormément de choses très techniques, très créatives, etc. Mais il y a une réalité de la demande du C'est marché ça. qui fait que, et c'est à ça que d'ailleurs répond une librairie comme Realium, hein, c'est qu'il y a tellement de startups qui demandent à faire les mêmes choses qu'à un moment, bon, bah, ok, on va créer des librairies qui permettent de faire ces choses-là très rapidement. Et, Exactement. Mm. ok, je comprends en effet l'excitation par le challenge que peut amener un e-commerce, en effet, l'optimisation par d'autres points, etc. C'est Mhm. intéressant. Du coup, ça me fait rebondir. Donc, en effet, sur un e-commerce, tu vas avoir le core site qui va être une page home, catégorie, produit. Et comment, toi, tu vas venir estimer en amont d'un projet quel, bah, on sait que Shopify repose sur des plugins, donc quel service annexe tu vas devoir connecter, comment, bah, par exemple, tu viens upseller en disant, bon, bah, voilà, je peux vous faire un site, mais en même temps, je peux venir optimiser ça en faisant ça en plus. Comment tu reçois le brief client pour un e-commerce et comment tu essaies de l'estimer techniquement et financièrement? Ouais, bah ça se fait vraiment au cas par cas. Donc, on va Ouais. dire que je prends pas mal de temps au niveau des appels découvertes pour bien comprendre la marque,
comment elle fonctionne, quels sont ses objectifs. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cas de refonte également. Donc, parfois, je pars pas d'une page blanche. Donc, les entreprises connaissent déjà leurs besoins, ils connaissent déjà leurs Ok. faiblesses, ils savent déjà à peu près ce qu'ils veulent. Parfois, ils ont des fonctionnalités déjà existantes, mais qui veulent, s'ils utilisent déjà une certaine application, ils voudraient en utiliser une autre. En fait, c'est vrai que Shopify fonctionne sous un système de plugins, Ouais. mais par contre, le but, c'est toujours d'en utiliser le moins possible. Ok. Parce que, en fait, il y a des applis littéralement pour tout. Si tu veux, tu peux faire des trucs qui bougent dans tous les sens et avoir des applis qui vont tout générer. Sauf que généralement, c'est pas très très bien fait parce que la façon dont ça fonctionne, c'est que elles vont apparaître en termes de JavaScript après le reste du contenu. Donc moi, ce que j'aime pas, c'est quand tu vois quand il y a un site qui a trop d'applis sur Shopify, c'est que tout le contenu n'apparaît pas au même moment. En fait, c'est pas Ok. propre. Ok. Donc, les gros studios de développement Shopify, je ne sais pas du tout si vous les connaissez. Il y a Maestro, par exemple, qui est un studio très connu, qui a fait des gros sites comme la marque Feed. Donc, c'est Maestro avec 3 O. Ils ont fait des sites magnifiques sur Shopify et ils utilisent très peu d'applications. En fait, les applications, elles vont vraiment servir quand il va y avoir de l'interaction par email ou quand ça va être très poussé, comme par exemple des applis d'avis client. Donc là où il y a tout un système d'envoi de mails, euh, tout un système qui va être évolutif avec le temps, en fait, pas juste pour afficher une méta ou quelque chose comme ça. Ou alors, par exemple, pour Recharge, donc ça, c'est une appli pour créer des abonnements mensuels. Donc, toutes les applis qui vont réellement ajouter une fonctionnalité euh, importante avec des systèmes de paiement, avec des systèmes de mail ou des choses comme ça, qui sont carrément un écosystème, ou par exemple pour les traductions aussi, bon, maintenant c'est en train d'être pris en charge par Shopify, mais dans ce Hmm. sens-là, les applis sont bien. Par contre, si c'est juste pour ajouter des petites fonctionnalités, donc si on ne sait pas développer, c'est bien, mais il faut éviter d'ajouter trop d'applications pour juste parce qu'on ne sait pas la développer, Ok. d'ajouter une appli qui va te permettre d'avoir ce truc que tu n'as pas su développer. Donc ça, c'est Ok. voilà, Ok, en gros. d'accord. Ok, je comprends mieux. Je sais pas. Ça me, ça me fait tilt là. Tu dis que Shopify commence tout juste à intégrer du multilingue, donc de la Non, traduction de. Ok. non, non, non. Alors, la traduction, ils proposent des apps depuis longtemps, Ah, mais donc en il y a fait, ils des sont apps. en Ok. train. Ouais, et en fait, Shopify se développe dans le sens où maintenant, nativement, donc c'est un outil qui est intégré dans Shopify, on peut faire du multilangue. C'est comme si maintenant Webflow, dans son interface, on n'aurait plus besoin de passer par Weglot, par exemple, Ok. bah, te proposer directement dans son interface, en fait, de faire ton Ok. site en français et ton site en anglais. Ah, mais Et il y a plein d'autres c'est. choses comme Ok. ça qui sont en train de développer. Ils sont en train de développer tout ce qui est multi-currency aussi. Donc ça, c'est si tu veux vendre dans plusieurs devises et Ouais. que les clients payent littéralement dans plusieurs devises. Donc un client qui va se connecter aux États-Unis, il va voir les prix en dollars et il va payer en dollars. Il va pas Ok. juste avoir la conversion et à la fin payer en euros. Hmm. Et tout ça est natif, donc propre à Shopify et c'est vraiment bien fait. Donc, c'est vrai qu'ils ont vraiment un temps d'avance Ouais, assez, c'est, assez enfin, important. ils sont vraiment bien implantés dans le milieu, quoi, dans le milieu du e-commerce. Ouais, C'est des leaders. Et ouais, donc, du coup, ça veut quand même dire que pour un outil qui est quand même implanté depuis longtemps, l'arrivée de la traduction en natif, en interne, c'est que récent, en fait. C'est comme le Webflow, souvent on se dit, bon, on attend ça depuis longtemps, et finalement, on ne comprend pas pourquoi c'est si long, mais en fait, il y a une réelle contrainte technique de développement ouais, colossale, quoi. Ok, c'est intéressant. ouais, ouais, tout à fait. Euh, je tilte sur Maestro également, mais j'ai bossé avec Feed à l'époque du rebranding et à l'époque ils étaient sur Magento. Et du coup, le fait de Ok. les voir passer sur Shopify, ça montre bien qu'en effet, ouais, il y a quand même des apports techniques intéressants avec Shopify, hein. Ouais, alors il y a une autre solution qui s'appelle Shopify Plus. Alors, c'est pas vraiment une autre solution, mais il faut savoir qu'il y a différents services de Shopify. Moi, perso, j'ai pas de client Shopify Plus, mais c'est un abonnement qui coûte $2000 par Ok. mois Ah oui, en effet. et qui est utilisé par les grosses boîtes et qui permet d'accéder à plus de fonctionnalités. On va dire, il y a toujours des choses dans Shopify comme certaines choses sur Webflow auxquelles on n'a pas vraiment accès.
Avec Shopify Plus, on a une fonctionnalité de headless, on a Hmm. plusieurs fonctionnalités qui permettent d'aller plus loin encore dans Shopify. Ouais. Ok. Ok, intéressant. Je réfléchis. À la limite, on va peut-être garder la question de VNA pour la fin, Ouais. parce qu'elle est assez large et du coup, c'est bien si on est en train de faire une conclusion sur les alternatives et la concurrence. Je propose qu'on fonce tête baissée sur Tessai, que tu nous en parles un peu plus. Est-ce que tu Ouais. pourrais peut-être nous préciser un peu la stack technique qui tourne derrière? Je vais partager le lien du site en même temps pour ceux qui veulent aller jeter un œil. Hop là, parfait. Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui tourne derrière? Alors, au niveau de la stack technique, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses, on va dire. Il n'y a pas beaucoup d'applications. La seule chose que j'ai utilisée, c'est un CMS slider de FinSuite pour, pour les slides des produits, on va dire. Alors, on les voit pas en version desktop, mais c'est en version mobile. Ils voulaient un système de slide pour les produits. Donc, pour ça, j'ai dû utiliser le CMS slider. Okay. À part ça, qu'est-ce que j'ai utilisé? Pour faire les dates en français, j'avais utilisé le JavaScript de Vincent Bidot. Ouais. Ouais. Tout le monde a Donc j'ai utilisé utilisé celui-là. ça. Je pense que tout le monde l'a utilisé. Donc ça, obligé pour avoir les dates en français. Bien chiant d'ailleurs d'avoir à faire ça, mais bon. Bah, ouais. Donc j'ai utilisé ça. Et en dehors de ça, pour l'instant, il n'y a rien. Ok. Il y a des choses qui sont à venir. Ok. Donc, au niveau de Shopify, il va y avoir une application d'avis client très certainement. Et il va y avoir aussi Recharge. Donc ça, j'en parlais tout à l'heure, c'est pour les abonnements récurrents. Donc, c'est si tu veux avoir un abonnement récurrent de Maté, donc avoir des box mensuelles, il faut utiliser une appli comme ça qui va directement prélever tous les mois. Ok. Pour éviter Donc d'avoir à tout remettre. ça, exactement, ouais. Donc ça après, effectivement, vu que j'ai des connaissances, je me débrouille, on va dire, en tout ce qui est CSS, HTML. Donc une fois que l'application est installée, tout ce qui est au niveau de la personnalisation, je le ferai au niveau du code, en fait, dans Ok. Shopify. Donc Ok. parfois les applis, ils donnent une petite marge pour modifier certaines choses, mais ça collera pas forcément exactement au style guide. Donc ça après j'ajuste avec le code. Voilà, mais Ok. en dehors de ça, la stack technique, il y a, il y a quasiment rien d'autre, je crois. Après, il y a un petit peu de code à droite, à gauche, parce que Webflow est très très chiant sur des bêtises. On Ouais. va dire notamment le petit bouton pour changer la quantité sur Ouais. Webflow. Donc, Ouais. quand tu mets un produit au panier, tu n'as aucun moyen de le changer. Ouais. Donc, C'est vrai. tu n'as aucun moyen de le changer. Donc, j'ai dû faire des faux boutons et faire en JavaScript Ouais, pour avoir customiser. cette fonctionnalité, pour avoir un petit moins, un petit plus. Pour ajouter le prix au niveau du bouton ajouter au panier. Donc ça, c'est pareil, j'ai dû faire un trick parce que Webflow ne te donne pas du tout la possibilité d'ajouter quoi que ce soit dans le bouton ajouter au panier. Des petites Ah ouais. choses comme ça à droite, à gauche. C'est là Mais où c'est parfois frustrant, c'est qu'en effet, on a des petits besoins d'optimisation. Le fait de mettre le prix dans le bouton, ça peut paraître comme rien, mais finalement, bah ouais, on est obligé de passer par un peu de CSS, un peu de JavaScript si nécessaire. Enfin, ouais, c'est ça. c'est là où c'est frustrant et parfois très très long de devoir empiler toutes ces micro-fonctionnalités. Ouais, tout à fait. Tout à Bon, fait. bah, Donc, c'était assez frustrant, ces petites choses-là. hmm. Mais bon, après, Et du coup, c'est la partie attribute de FinSuite, tu la mets dans Webflow avant de faire l'export, avant de passer par Udesly ou après coup dans Shopify? non, je le fais dans Webflow. Ok, C'est, en amont quand même. ouais, ouais, tout ça c'est fait en amont dans Webflow et après la conversion, c'est fonctionnel dans Shopify, quoi. Ok. Ok. Je m'étais quand même une question qui ressemblait à celle de Vianney sur pourquoi Shopify, mais on peut Ouais. la garder sur la fin. Pourquoi et ça répond un peu avec les questions de Stéphane, pourquoi tu gardes des pages faites sur Webflow là où potentiellement Shopify te permettrait, tu vois, de tout faire. On est sur un site qui en effet n'a pas énormément de pages plus storytelling. Pourquoi avoir fait toi, une partie Webflow et ne pas avoir tout fait sur Shopify? Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'était vraiment une demande du client qui était très pointue sur le design. Il voulait que ce soit exactement
tel qu'il l'imaginait. Donc, il avait entendu en plus parler de Udesly. Donc, il voulait que ce soit exactement comme ça. Pour moi, c'est vrai que c'était pas nécessaire pour un projet comme ça d'utiliser Webflow parce qu'il y a des thèmes Shopify qui font ça très bien. Aujourd'hui, la boutique de thèmes Shopify est top, hein. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, peut-être que je vous mettrai le lien de la boutique de thèmes qui est de mieux en mieux, qui est incroyable. Niveau design, il y a des thèmes qui sont chouettes, mais encore une fois, c'est pas du 100% custom. C'est pas du 100% sur mesure. Donc, il y a toujours des petites choses qu'on ne pourra pas aller voir exactement comme on veut. Et il était très exigeant sur le design qu'il voulait. Donc après, c'est vrai qu'il y a des constructeurs de pages aussi qui existent sur Shopify, c'est des applis. Ok. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Il y a Pagefly qui est assez connu, il y a Gempages. Donc ça, c'est des constructeurs de pages qui vont fonctionner un peu sous un système de drag and drop. Comme un Mais on Divi ou un aura, Elementor, par exemple? voilà, ce sera un petit Ok. peu dans ce style-là, mais quand même un peu moins poussé, je trouve, Ok. et assez lourd, qui va ralentir le site et qui est très cher en plus. Il coûte Ok. entre 100 et 150 dollars par mois. Ok, ouais, en effet. Donc, c'est très cher, c'est lourd, même si c'est utilisé de enfin, c'est pas mal utilisé. Ok. Je trouve que c'est pas génial. Donc, la question s'est posée, comme il voulait quelque chose. C'est vrai que le site est très simple, hein, mais il voulait exactement ça. Ok, non, mais c'est intéressant. Donc voilà. Mais moi, c'est vrai que par la suite, j'aimerais bien l'utiliser pour faire des projets. Je peux vous envoyer Hmm. euh, un site qui a été réalisé comme ça. Hop. Pastel Cycles, donc vous pouvez voir, c'est fait conjointement entre Shopify et Webflow. Donc en fait, tout l'avantage, c'est d'avoir la maîtrise sur le design à 100%. Ah Vous ouais. allez voir qu'il est plutôt cool ce site. Hmm. Impossible de le faire bien sûr avec un thème Shopify. Ouais. Mais derrière, tout est géré, en fait, on va dire, toute la partie back-office, gestion des produits, gestion des stocks, gestion des notifications et toutes les fonctionnalités sont dans Shopify. Et l'agence qui a fait ça, bah, derrière, c'est eux qui ont la main sur le design. Donc, quand on n'est pas développeur, donc bien sûr, l'idéal, c'est d'être un grand développeur Shopify, mais c'est pas forcément simple. Ouais. Donc, cette alternative, là, vous pouvez voir avec ce site qu'on peut faire quand même des choses assez ouf. Donc, bon, eux, ils utilisent aussi un petit peu de GZAP, de JavaScript. Je pense qu'il y a un petit peu de Hmm. code à droite à gauche, mais c'est quand même construit avec Webflow. Donc, ça Ouais. laisse un peu imaginer Ouais, c'est quand même les ouais, très. possibilités. Donc, c'est chouette. Et ouais, parce que c'est vrai que là, j'imagine, même tu parlais de développement Shopify, mais faire ce site-là sur Shopify en le développant, le temps de développement doit être bien plus supérieur que du temps de développement Webflow et Oui, après une tout à passation fait. dans Shopify. Donc, il y a quand même un gain Tout de à temps fait. assez énorme. Tout à fait. Ok. À titre d'exemple, Maestro, bon, ils travaillent pour des gros clients, bien sûr, mais Hmm. leurs sites, ils les vendent en moyenne entre 100 000 et 150 000 euros. Ouais. Donc, bon, après, ils sont très, très bons. C'est la première agence Shopify Plus France. Hmm. Ils travaillent pour des gros clients, mais développer un site Shopify de A à Z, ça prend du temps, c'est très cher. Et d'ailleurs, avant de passer par moi, ce client-là était passé par une agence, je ne sais pas laquelle, qui avait voulu leur développer sur Webflow. Et non, qui avait voulu le développer sur Shopify et c'était catastrophique. Ouais. Il avait pas, c'était une agence qui n'avait pas payé très cher et c'était catastrophique. Donc, le développement Shopify coûte très cher, je pense. Ok. Et puis, il est très Donc, recherché finalement, parce que tu disais que toi, quand tu te vendais en tant que freelance, c'était beaucoup plus de demandes orientées Shopify que ouais, Webflow. Ouais, donc ça c'est montre bien qu'il ça. y a un Ouais. Bon, besoin moi, énorme. j'avais vendu les deux et j'avais plus de Shopify que de Webflow, tout à fait. Ok. Mm. Ok. Est-ce que tu serais OK pour nous partager ton écran ou voilà, des bribes d'aperçu Ouais, de comment ça se passe? Parce que je vois Stéphane qui bien pose plusieurs sûr. questions et qui pourraient être répondues Ouais, visuellement. alors, je sais pas si vous voulez que je réponde aux questions On peut peut-être maintenant ou si répondre aux je. questions de Stéphane. Je voyais là, toutes les pages sont faites sur Webflow ou tu as des pages Shopify et comment on va lier les boutiques Shopify avec Webflow. Ça peut être peut-être intéressant Ouais. de répondre à ça Alors, là maintenant. ouais, je peux. Alors, toutes les pages sont faites sur Webflow, où tu as des pages Shopify. En fait, oui, tout est fait sur Webflow, Hmm. en fait, en amont.
Et ensuite, tout est transféré sur Shopify, donc je peux vous montrer en fait. Alors, le partage Tu as d'écran, un share à gauche, ouais, nickel, ouais, je vais. Tac, c'est parti. c'est bien celui-là. Parfait, là, on voit ton écran, nickel. Vous voyez mon écran? Ouais. Ok, alors, ça c'est la partie qui est faite du coup sur Webflow. Là, c'est une page qui est directement faite sur Webflow. Donc, alors, je vais virer ça. On peut voir ici qu'il y a des custom attributes qui se sont ajoutés après la conversion, Ok. qui permettent à la fin d'avoir à nouveau le contrôle, dans Shopify. Donc, je vais vous montrer. Alors, les pages doivent avoir un certain nom. Il y a certaines règles à respecter pour la conversion du site. Parfois, il faut ajouter des sections directement. Alors, eux, ils nous donnent, on a toute une university. Donc, ça, c'est la Udacity University. Donc, c'est toutes les ressources qui vous permettent qui vous expliquent en fait comment fonctionne la conversion de Webflow à Shopify. Et en fait, ils vous donnent directement. Alors, parfois, au niveau de l'extension, donc la conversion se fait automatiquement, mais il y a certains éléments qu'il va falloir aller récupérer ici, les copier, et ils vont directement avoir les bons custom attributes qui vont permettre de faire en sorte que ces éléments soient maintenables dans Shopify. Ok. Donc, il y a des choses que je récupérais là, à droite, à gauche. Donc, pour avoir un contact form, on copie l'élément, on le colle dans Webflow et puis après, on le stylise. Donc, parfois, c'est vrai que ça peut donner des classes un petit peu dégueulasses. Donc, j'ai pas forcément fait l'effort de tout refaire. Mais à la fin, ici, en fonction des éléments, ça va dépendre. Donc là, Est-ce que tout va être lié non pas par la classe, mais par cet attribut-là exactement, qui fait lien? Ok. exactement. Donc, juste la section recommandations. Donc là, on a utilisé l'API de Shopify directement. Et là, alors par exemple, pour tous les éléments de menu et toutes les pages, ça sert à rien de tout faire auparavant. Moi, j'avais fait l'erreur, j'avais fait plein de pages et tout. Ça sert à rien de tout faire parce qu'en fait, il faut créer un élément et derrière, en fait, on a la main dans Shopify pour rajouter ces éléments via le customizer de Shopify. Donc, pour ceux qui connaissent, enfin, je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble, si certains d'entre vous ont déjà touché à Shopify. Et du coup, après, dans Shopify, ici, en fait, ça, c'est le customizer. On peut vraiment rajouter les éléments directement ici. Donc, si je veux rajouter, par exemple, une question à la FAQ ici, je peux en rajouter une ici. Je peux enlever, supprimer. Donc, ici, les éléments, je peux vraiment les rajouter ici. Je peux les modifier. Donc ça, c'est un petit peu la magie, on va dire, de la conversion. C'est que à la fin, on n'a pas juste du code qui est venu dans Shopify, c'est que on peut quand même modifier tous les textes, donc, tous les éléments qui sont là, on peut les modifier via le customizer, d'une manière très simple pour le client. Par contre, effectivement, au niveau de l'ajout de sections, donc si on veut faire une section complètement nouvelle qui n'existe pas au niveau du design, là, il va falloir soit la développer en code et créer un fichier dans Shopify, soit il faut la développer dans Webflow et réexporter le thème dans Shopify. Le thème Par complet, du coup. contre, il faut réexporter le thème complet, ouais. Okay. Ou alors réussir à localiser le bout de code et puis créer des fichiers. Donc après, ça c'est à quoi ça ressemble. Du coup, ça c'est les fichiers dans Shopify. En fait, on a un espèce. Donc je ne sais pas si vous. Ouais, non, je pense pas que vous connaissiez du coup le langage de Shopify qui s'appelle Liquid. Donc le code Liquid, en fait, c'est ce qu'ils appellent un langage de thème, de template, qui est un petit peu un mélange entre du HTML, du JavaScript. Ça dépend. On a plusieurs fonctionnements. On peut avoir du conditionnel, on peut avoir du HTML. Mais en gros, si on veut créer une nouvelle section, techniquement, on peut la créer en code. Alors, en sachant un petit peu développer, on peut la coder ici, en créant des divs, des trucs, des machins, et la styliser dans un fichier CSS.
Et après, une fois qu'elle sera développée, on peut la récupérer ici, en fait. Donc, on peut l'ajouter là. Donc là, on va dire ça va dépendre de la complexité du besoin de la modification qui est souhaitée, mais c'est possible de la faire directement dans Shopify si c'est quelque chose de simple et que vous avez un petit peu de compétences en HTML, CSS pour le faire. Si c'est quelque chose de compliqué, il vaut mieux en fait retourner sur Webflow, le refaire et réexporter le thème, ce qui peut être quand même un peu relou, Parce que surtout si. du Ouais, coup, quand tu exportes le terme et que le thème et que tu l'importes dans Shopify, ça vient écraser tout ce que tu as fait comme modification. Par exemple, là, je sais pas, tu rajoutes une FAQ ici. Si jamais ouais. tu réimportes un nouveau thème avec une mise à jour du design, ça viendra réécraser ta FAQ. Alors, quand tu parles de, Si on de la ajoutait FAQ, ça va être le texte ouais, voilà, si on ou... ajoutait une 6e question à notre FAQ et que finalement, après coup, le client nous dit, bon, bah, il faudra ajouter une autre section, on la refait dans Webflow, on réimporte Ouais. le thème côté Shopify et la FAQ, est-ce qu'elle retombe à 5 éléments, 5 questions? Est-ce qu'elle garde Non, le fait que. non, effectivement. Alors, en fait, tout ce qui est fait via le customizer devra être refait. En fait, Ah ouais, ok. ce qui va rester, mais ça, ça, on va dire que c'est ce qui se fait toujours dans Shopify quand vous exportez un nouveau thème. Ok. De toute façon, tout ce qui est, même si maintenant j'achète un thème via la boutique de thèmes et que je le retélécharge, toute la partie customizer, effectivement, doit être refaite. Par contre, ce qui reste, c'est toute la partie produit, collection, page. Donc, toutes les pages, tous les articles de blog, ils sont présents dans le bac. En fait, ils sont là. Et après, en fait, ce qui va vous rester, c'est vraiment des petites parties de texte, mais on va dire la grande partie du contenu est quand même hébergé directement dans Shopify et il n'y a pas à refaire tous les articles de blog, à réécrire toutes les pages. Ça va être vraiment des sections, par exemple, des sections sur la page d'accueil, des sections dans les pages produits. Ok. Je ne sais pas si Ouais, c'est si, assez si, clair, mais c'est un peu comme vous plus voyez là, clair. tout ce qui est là, en fait, tout ce qui est produit, collection, article de blog, page, menu de navigation et tout ça, ça va vraiment rester en fait. C'est juste qu'il faudra le réassigner au nouveau thème. Donc il Ok. faudra le réassigner au niveau du customizer. En fait, c'est vraiment tout ce qui se gère ici repartira de zéro. Ok. Ouais, comme quand on fait une nouvelle page, qu'on réutilise un thème, je dis un truc qui est similaire, mais en gros, c'est-à-dire que tout ce qui est à gauche, ce serait notre collection dans Webflow, et que Ouais, supposons on ait fait une page template dans une page template du CMS dans Webflow, et puis bon, il faut la refaire, bon, on va tout effacer, on va la reposer, mais par contre, en effet, il faudra reconnecter, dire que le titre convient au titre de ça, l'image, etc. Donc, c'est exactement. ce Ouais, c'est travail-là de ça. reconnexion. Ok. Exactement. En vrai, c'est pas le plus gros travail. Par contre, les seules choses qui peuvent être un petit peu relou, c'est quand vous avez ajouté du custom code, tous les scripts Google, tout ce qui est un petit peu custom qu'on vient rajouter au code. Il vaut mieux tenir une petite documentation Ok. quand vous ajoutez des trucs après la conversion. Si tu as fait du custom CSS, après ça va. Mais Ouais. tout ce qui est petit script, ou alors si vous avez une application qui a créé un fichier, parfois l'application, il va falloir la réinstaller. Donc c'est sûr que c'est pas aussi simple que de tout gérer au même endroit, bien sûr. Hein. C'est pas, comme je le disais, pour mon poste, c'est pas Mm. parfait à 100%. Il n'y a pas de solution parfaite à 100%. Mais voilà, je trouve que c'est quand Non, mais même c'est intéressant, intéressant. ça pousse, mine de rien, à réfléchir à toutes les possibilités en amont et à vraiment Ouais, faire la bascule qu'au dernier moment. Par tout exemple, à on fait. pourrait essayer de se dire, bon, voilà, on fait une librairie, une page qui est une librairie de plein de sections. Comme ça, au moins, toutes les sections, toutes les structures, elles s'importent dans Shopify. Et à la toute fin, si on a besoin à l'avenir d'ajouter une section ou autre, au moins, elle a été importée à ce moment-là dans Ouais, notre style guide Shopify, quoi. exactement. Exactement. Ok. Ouais, ça c'est vrai que c'est une très bonne idée. Effectivement, si on connaît déjà les perspectives d'évolution de la boîte, ou effectivement créer vraiment Ouais, plein de sections pour anticiper les besoins, comme ce que proposent en fait les boutiques de thèmes. Hein. ouais. Les thèmes, ils proposent des sections qu'on va pas forcément utiliser toujours, mais si on en a besoin, elles sont là. Donc Ok.
effectivement, pour aller plus, c'est une bonne idée de créer un max de choses en amont pour éviter d'avoir à refaire la conversion. Ouais, tout à fait. Tu importes Relium, oui, c'est vrai, tu télécharges Relium, tu le mets sur toutes les sections et, Ouais, et tu c'est vrai. l'importes direct. Ça pourrait être Ouais, ça. Ça pourrait être ça, David. ouais, Il y a peut-être un business, David, hein. ouais, Ok, trop bien. Bah, on peut peut-être rebondir. J'avais des questions de Valentin. Alors, ouais. pour le site Pastel Cycle, comment tu as fait pour ce genre d'URL? Alors, je crois que c'est pas toi qui l'as fait, si? Non, non, c'est pas Ah moi non. qui l'ai fait. Ok. Non, non, non. Comment tu ferais ce genre d'URL avec plein de dossiers intercalaires comme ça? Alors, tu as un dossier. Alors, en fait, il faut savoir que la partie blog dans Shopify, donc tu as un URL qui s'appelle slash blogs dès que tu vas créer un blog et tu peux créer plusieurs espaces de blog. Donc, tu peux créer un espace de blog, le journal, tu peux créer un espace de blog nos recettes, un espace de blog news. Donc Ok. là, je pense qu'en fait, ils ont créé cet espace de blog qui s'appelle news. Il doit y en avoir d'autres, peut-être, je Hmm. sais pas. Ils ont le Comme choix. une catégorie, quoi. Ok. C'est ça, exactement. Donc en fait, toute la partie URL, après, elle est gérée par Shopify. Donc ça, vous allez le reconnaître, toutes les, toutes les URL, que ce soit products, collection, blogs, pages, on peut pas les modifier. Ça fait partie des petites contraintes de Shopify aussi. Euh, Elles sont gérées, les structures d'URL sont gérées par Shopify. Mm. Ok. Et du coup, je rebondis là-dessus. Du coup, quand tu crées un produit, tu le crées d'abord dans Shopify, une espèce de produit template, avec du coup les différents champs dont tu as besoin, le nom, le prix, les visuels, etc. Et après, tu vas le retrouver ça va automatiquement créer ce produit-là Ouais, dans en Shopify? fait, oui, dans Webflow, en fait, le but, c'est vraiment de créer euh, toute la partie style. Ok. Donc, après, on peut créer un template d'un produit. Donc, c'est inutile de faire tous les produits sur Webflow directement. Vous créez une page, vous créez un style de menu, un produit, sauf si vous voulez des variantes différentes en fonction des collections. Donc, s'il y a des collections, des produits que vous voulez faire différemment que d'autres, donc tout ce que vous voulez voir de différent, il faut le créer sur Webflow. Et derrière, en fait, une fois que vous importez le thème sur Shopify, c'est Shopify qui prend la main. Euh, Ok. donc, vous pouvez recréer tous les produits directement, ajouter tous les autres produits en fait dans Shopify parce que l'interface est top pour faire ça. Elle est beaucoup plus limpide que Webflow. Donc, même pour Puis les on a... collections, pareil, une fois qu'une ouais, collection est créée, vous pouvez en créer autant que vous voulez sur Shopify. En fait, vraiment, ok. le but, c'est que Udesly va récupérer tous les styles qui sont créés sur Webflow pour les ajouter dans Shopify, mais tout le contenu n'a pas besoin D'être d'être modifié. fait. Ouais, Ok. tout à fait. Et là, Et je t'as rebondis. quand même. Ouais, Ouais, c'est que je vois la ouais, question. Parfait. Ben, on a vu la même ouais, question. ouais, Du coup, c'est tu ça. as les mêmes. Alors, moi, je voyais la question de Jean-Christophe. Parce que tu parlais des collections. Tu vas avoir la même possibilité, la même flexibilité entre tu vois, les champs offerts dans une collection par Webflow. Je pense tu vois, aux différents niveaux de titres dans un rich text. Enfin, moi, je fais le parallèle avec Airtable qui propose que 3 niveaux de titres, là où il y en a 6 dans Webflow. Dans Airtable, dans un rich text, tu peux parler d'images. Dans Webflow, tu peux. Est-ce que tu peux avoir des Ouais. problématiques de conversion aussi quand tu passes à Shopify comme ça avec, par exemple, le multi-référence? Alors, au niveau du multi-référence, Shopify gère aussi très bien ça. Ils ont toute une partie champ méta et ils ont des applications aussi pour gérer ça. Et je crois même que D'accord. Udesly a créé son application de champ méta. Ok. Donc, je crois même que Shopify peut faire. Il y a même Alors, moi, j'en ai pas eu besoin pour ce projet-là, mais Shopify peut aller plus loin que Webflow en termes de champ méta. Il y a pas vraiment de limitation. Ok. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ok. Pour la Après, partie pour la livraison. livraison, Hmm. ouais, pour la partie livraison, du coup, en Colissimo, donc c'est pas, ça par contre, ça se gère effectivement dans Shopify. Donc là, c'est pareil, le système de checkout, livraison et notification est top sur Shopify. Vous avez un suivi en temps réel. En fait, il y a carrément une map où vous recevez des mails en temps réel une fois que le client a passé sa commande. Donc ça, c'est natif, pareil dans Shopify. Ok. Donc tout ça, ça se configure dans Shopify. Donc tous les systèmes de livraison, si vous voulez directement connecter Mondial Relay, Colissimo, la
peu importe, tout est possible de connecter. Ça se gère dans Shopify. Ouais, c'est radicalement différent de l'expérience qu'on a dans Webflow, où tout est à la Ouais, louche et c'est flou. Et ouais, pour le e-commerce, ouais, c'est assez incroyable, hein. Ouais, ça- comparé à Webflow. Ok, excellent. Est-ce que tu pourrais nous parler de la maintenance? Comment tu viens gérer le projet? Un projet comme ça, est-ce que tu le laisses en gestion au client? Est-ce que tu le gardes de ton côté? Est-ce que tu mets en place une maintenance, un regard fréquent sur les plugins, sur des choses comme ça? Comment ça marche? Ouais, tout à fait. Alors, bah, ça, je dois vous avouer, c'est mon premier projet Udesly. Donc, ça va dépendre beaucoup. Donc, j'ai des projets Shopify que j'ai en maintenance. J'ai environ 3 ou 4 projets que j'ai en maintenance mensuelle parce que il y a des besoins, il y a souvent des nouvelles collections qui sortent. Il y a besoin de faire un peu de marketing, il y a besoin d'ajouter des fonctionnalités. Parfois, ils veulent que le site soit complètement traduit ou ils veulent s'exporter sur des nouveaux marchés. Parfois, il y a des petites bugs techniques, des problématiques à résoudre. Parfois, il y a besoin effectivement de maintenance. Sur ce projet-là, on n'est pas vraiment sur une maintenance où je vais toujours garder un œil parce que lui, il a la possibilité de modifier tout, d'ajouter des produits. Donc, ça va être vraiment quand il va avoir un besoin ponctuel, spécifique. Euh, Par exemple, quand il va avoir besoin d'ajouter une appli, d'avoir une nouvelle fonctionnalité, d'avoir une section qu'il n'a pas, il pourra faire appel à moi. Mais pour l'instant, là, je pense qu'il a pas vraiment besoin d'une maintenance Ouais, ça reste léger quoi, mensuelle. ok. Ouais, ça reste léger pour l'instant, hein. Après, on ne sait pas par la Parce que suite. après, de toute façon, les plugins, c'est pas à toi de les mettre à jour, c'est le plugin qui se met à jour de leur côté et reste. Oui, Ouais, c'est différent de WordPress du coup. C'est quand même oui, oui, plus oui. intéressant. Alors, Ouais. ouais, tout à fait. Alors, le système de plugin sur Shopify n'a rien à voir avec le système de WordPress qui est hyper relou. En fait, sur WordPress, effectivement, il faut tout le temps mettre à jour ses extensions pour éviter d'avoir des problèmes de sécurité avec son Ouais. site. Au bout d'un moment, si on met pas à jour l'extension, le site il risque le site il risque de plus fonctionner ou l'extension risque de ne plus fonctionner, alors que sur Shopify ça n'a rien à voir. Euh, les extensions se mettent à jour automatiquement quand elles ont besoin d'être mises à jour. Mm. Il n'y a jamais de problème, enfin j'ai jamais rencontré de problème d'incompatibilité avec le thème ou ouais, non, il y a pas de mise à jour particulière à faire, sauf si demain le développeur décide d'arrêter l'application. Ok. Donc s'il décide d'arrêter complètement de développer cette application, bah, ils vous préviendront 2, 3 mois à l'avance qu'il faut la supprimer. En dehors de ça, non. Ok. Après, pour l'ajouter, je pense que, puisque, par exemple, pour un client qui va être très pointilleux sur le design, il va certainement avoir besoin de moi ou quelqu'un d'autre pour, euh, pour gérer l'intégration, pour que ça colle parfaitement au design, parce que les applis, ils vous donnent parfois quelques possibilités de modification, mais pas 100%, quoi. Donc, Ouais, ça reste limité forcément. ouais, C'est intéressant parce que finalement, on peut quand même aller très loin avec que ce soit des. Bon, on a Webflow de base, permet de poser une base. Si jamais on doit rééditer, on a quand même accès au code, donc on peut remodifier si on se sent un peu à l'aise avec au moins du HTML, du c'est CSS, ça, parce que le liquid va faire juste le lien entre cette partie un peu dynamique de Shopify. Euh, exactement. ouais, donc on a la main quand même sur tout ça, quoi. Donc c'est ok, intéressant. Exactement. Bah, à titre d'exemple, j'avais fait quelques erreurs. Moi, il y avait des petites choses auxquelles j'ai pas pensé. Donc ça, c'est vrai qu'il faut bien penser à tout. Quand on fait un e-commerce, il faut penser à tous les états des produits, par exemple en stock, pas en stock. Il faut penser à toutes les pages transactionnelles, les comptes, la page de panier, l'abandon. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça. J'avais des petites choses euh, qui me sont pas venues avant et que j'ai pu corriger dans le code directement de Shopify. Donc forcément, ça m'a pris plus de temps parce que c'était beaucoup moins simple que Webflow, mais Ouais, j'ai pu ouais. m'en sortir. Donc Bon, bah, c'est bon à ouais, savoir. En tout cas, si on se lance dans un premier site e-commerce ou Webflow Shopify, prévoir du rap de temps parce que ça peut être c'est nécessaire. ça exactement, exactement. Alors Il y avait une autre question pour de Stéphane, si tu ouais, veux. Ouais. Les animations Webflow, est-ce qu'elles sont conservées? On parle de iX 2.0, je ouais, pense. ouais, tout à fait, je pense. Oui, tout à fait, tout est conservé. Alors d'ailleurs,
l'équipe de Udesly est top, hein. J'ai beaucoup collaboré avec eux pour qu'ils m'expliquent certaines choses. Eux, ils détestent le code de iX 2.0. Ils disent que Alors, moi c'est aussi. dégueulasse. Hmm. Ils disent que c'est... En fait, c'est vrai que j'ai vu du coup le fichier de thème, le fichier de code de X 2.0 qui est dans Shopify. Il est hyper long, il est lourd. Et donc, c'est vrai que eux... alors, pour répondre à la question, oui, bien sûr, les animations sont faites sur Webflow. Donc ça aussi, c'est tout l'intérêt. Donc, elles sont conservées, bien sûr. Donc, c'est ce qui nous permet de faire un site dynamique, assez Hmm. cool sans coder directement. Mais eux conseillent, bien sûr, parce que c'est des développeurs, ils restent développeurs, ils disent que l'idéal serait effectivement de faire du JavaScript pour les animations, parce qu'ils détestent le code de Webflow, ils le trouvent dégueulasse, de UX 2.0, donc voilà. Mais Ouais, c'est c'est un peu possible. l'objectif. C'est un peu l'objectif de ces sessions JS, c'est quand même d'amener tout le monde Ouais, à se lancer dans JavaScript et à commencer à faire cette passation vers du JavaScript, vers du JSAP, etc. Donc, ouais, mais tout à c'est drôle fait. que chaque élément de Webflow commence à être remplacé. On évite d'utiliser les navs maintenant, on les reconstruit à la main. Les Ouais, sliders, c'est pareil, on va passer par d'autres outils, etc. Donc c'est ouais, petit à petit, on remplace tout. Mais c'est intéressant. ouais, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas Euh, pensé à parler de ça, je l'avais rapidement évoqué dans mon message. Donc c'est vrai que pareil pour tout ce qui est slider. Donc en ouais. e-commerce, vous allez avoir besoin de beaucoup de sliders, beaucoup d'images. Donc je trouve que ce que propose Webflow, c'est pas à la hauteur quand vous allez avoir Ok. beaucoup de produits ou que vous allez avoir besoin de performance. Je le vois, hein. Moi, j'ai pas utilisé de librairie JavaScript, mais je pense que pour avoir un site performant et avoir le plus de possibilités, il y a deux, trois librairies pour le traitement du lazy size ou Hmm. pour les sliders qui sont plus efficaces que ce que propose Webflow, quoi. Donc ça, je le conseillerais aussi. Ok, bon, ça va. Euh, Dernière question avant de enchaîner avec les questions de tout le monde. Si tu devais refaire ce projet, qu'est-ce Mm. qui changerait? Est-ce que tu l'aborderais différemment? Tu changerais la stack technique? Comment tu reprendrais le projet? Bonne question. Je pense que dans un premier temps, déjà, j'aurais bien fait attention à vérifier tous les états possibles qu'on peut imaginer en e-commerce, le low stock, les produits qui sont plus en stock, certaines pages qui vont être entre guillemets transactionnelles, les pages de compte, les pages. En fait, tout ce que j'avais l'habitude quand je faisais des sites sur Shopify qui étaient déjà préfaits. Hmm. Là, que je me suis pas rendu compte du temps que ça prenait en fait de penser à tous ces petits détails e-commerce quand ils sont pas réglés. Donc, je pense que je repenserai bien à tout ça. Et ensuite, bah, c'est un petit peu ce que j'ai évoqué là. J'essaierai d'utiliser quelques librairies JavaScript pour une meilleure performance au niveau du chargement des images et au niveau des sliders, Ouais. où je me suis pas mal pris la tête. Donc, ça, pour mon prochain projet, je ferai absolument ça. Je pense que ce sera mieux. Ça marche, bon, comme ça, on récupérera ces infos-là pour le faire dès la première version pour nous. Ouais, C'est bon à c'est savoir. ça, exactement. Mais Et après, à part ça, non, le reste, c'est quand même bien passé, donc ça va. bon, bah. Mm. Ouais, c'est l'habitude aussi peut-être. Comme tu disais, tu en as fait Ouais, quand même quelques-uns, donc ouais, oui, oui, tout à fait. Bah, parfait. Et Jean-Christophe, il enchaîne très bien avec la question. Combien de temps tu as mis à créer ce projet-là? Et je suis curieux de savoir en même temps combien il va coûter à l'hébergement. Parce que du coup, Webflow reste en .webflow.io et tu héberges Ouais. tout avec Shopify. Donc, un projet comme celui-ci, combien ça coûterait en hébergement et combien Alors de temps tu as mis à faire? en hébergement, en fait, à partir du moment où on a un compte Webflow qui peut héberger plusieurs sites, donc t'as pas besoin de prendre un hosting plan. En fait, Hmm. tu crées un nouveau site Webflow. Après, au niveau de l'hébergement, c'est directement les coûts de Shopify. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez. Il y a différentes formules. En fait, il y a différents abonnements. Le premier, il démarre à 30 euros par mois. Après, ils vous prennent une commission sur le chiffre d'affaires. Parfois, après, ils ont leur propre système de paiement aussi. Avant, il y avait Stripe. Maintenant, il y a Shopify Payments où ils vous font gagner un petit peu quelques euros. Donc, vous avez un forfait à 30 euros, à 79 euros et à 299 euros par mois. Ouais. Donc,
vous avez différents pricing. Plus Et au après, niveau de Webflow, vous avez. Ouais. Donc, après, si vous avez déjà un plan Webflow, sinon il faudra payer votre plan Webflow, mais pas particulièrement pour ce site-là. Après, vous pouvez avoir le coût de l'extension Udesly, je crois qu'il coûte 100 dollars l'année. Il faut que je revoie exactement, je sais plus. on peut trouver ça. Donc, Et en termes de temps c'est à peu de près tout. conception? Alors, ouais, le temps pour livrer ce projet. Alors, bien sûr, moi, c'était mon premier projet test Udesly, donc ça m'a pris un peu plus d'un mois quand même. Après, je gérais d'autres projets en parallèle. J'ai pas fait que ça, mais je pense que du début à la fin, ça m'a pris environ un mois et demi. Voilà. Le plan Alors, Webflow est aussi à la charge du client ou c'est sur ton compte? non, c'est sur mon compte, en fait. Ok. Ouais. C'est sur mon compte et j'aurais pu le faire éventuellement à la charge du client, mais alors j'ai pas vraiment besoin de plan pour ce site, hein. C'est le plan lié à mon compte. On Je sais pourrait pas être en comment starter. expliquer, Claire. En fait, Ouais, aussi, voilà, on on pourrait pourrait être être en en starter avec un plan .webflow.io qui reste un plan gratuit. Donc, on a un compte gratuit, hosting gratuit, exactement. et on le Ouais, pousse sur Shopify. Ok. c'est ça. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'en effet, c'est toi qui gardes, mine de rien, la source du site, la base du site, c'est toi qui l'as. Exactement. Donc ça, Ok. effectivement, ça c'est, enfin, je suis obligé entre guillemets de la garder. Si il veut que je fasse des modifications par la suite, il vaut mieux le garder parce que si je dois rajouter quelque chose, si je dois rajouter quelque chose par la suite, il vaut mieux que j'ai la base déjà établie. Hmm. Surtout que tous les customs sont déjà paramétrés là. Si je dois réexporter le thème, si je le supprime, après c'est foutu en fait. J'ai plus Ouais, rien. Il faudrait que je refasse tout. Donc il faut que je garde un espace. Faut que je garde un espace pour lui, quoi. au moins, ouais. Ok. Mm. Et oui, du coup, il rebondit bien en effet en starter, en plan gratuit Webflow. On n'a pas accès au custom code. Donc, on pourrait le Ah, faire. On ouais. pourrait avoir un plan Webflow gratuit, un compte Webflow gratuit, Mm. mais on ne pourrait pas mettre de custom code, par exemple, des attributs de pin suite ou autre. Ouais, je pense pas, effectivement. Mm. Donc, il faudrait y penser à ça. Ouais, Ok. tout Mais à on, fait. on pourrait, si on n'a pas besoin de custom code, on peut faire un site Webflow qu'on passe sur Shopify via Udesly. Ouais, Udesly ne va c'est pas ça. fonctionner via le custom code. Ok. Ouais. Ok, ok. Je reprendrai bien la grosse question de Vianney, qui rebondissait avec la mienne également, pour amorcer ces questions-là. Il demandait Foxy, Manto, Flow Phantom. Moi, j'ajoute WooCommerce, PrestaShop. Alors, Tu jettes un œil ouais. aux solutions alternatives à Shopify, où ce dernier est clairement leader en termes de fonctionnalité. Alors, je t'avoue que je jette pas trop un œil aux, aux autres solutions alternatives. Je les connais même pas, en fait, hein, je t'avoue. Ok. Monto, il me semble que je l'ai vu passer rapidement, mais je les connais vraiment pas. Ouais. Mais je pense vraiment que pour les besoins des PME, on va dire une entreprise, un e-commerce qui va faire entre 0 et 1 million, même 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, Shopify peut tout faire. Je pense que, Ok. je pense, Même, ouais. je sais pas s'il y a vraiment mieux dans ces tranches de prix-là. Après, je regarde beaucoup les solutions qui sont utilisées pour les e-commerce. Mm. Ça se joue entre Shopify, Magento, mais de moins en moins Magento. Ouais, c'est un peu plus Après, tech. on a vraiment, ouais, c'est ça. Après, on a un petit peu de PrestaShop, mais Mm. pas trop non plus. De moins en moins, Et j'ai après, l'impression aussi. de moins en moins, ouais. Et après, on a des solutions genre Salesforce Commerce Cloud. Et là, c'est du custom dev. Ok. Donc, voilà. Le marché est vraiment assez fermé quand même sur. Et même, Et ouais, WooCommerce, ouais. WooCommerce un petit peu, mais je t'avoue pas énormément non plus, hein. Ok. Donc, moi, depuis que je suis parti de WordPress, j'ai plus envie d'y retourner parce que je trouve que c'est quand même un petit peu usine à gaz comparé à Shopify. Mm. Il y a un petit peu de WooCommerce aussi, effectivement. Est-ce que tu penses Je pense que que Stripe pourrait devenir un acteur e-commerce? Parce que Stripe, on a le Stripe Checkout, on commence à faire des ouais, dashboards assez intéressants, on peut gérer les factures. Je me dis, ils sont à deux ouais, doigts tout à de, tu vois, fait. d'ouvrir une librairie d'applications et ça deviendrait possible. Ouais, tout à fait. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Après, toute la partie gestion de thème,
Ouais, par contre, ça, c'est gestion trop du bien. design. Mm. Ouais. Mais tu vois, en solution un peu clé en main, comme un checkout, tu vois, on a un autre bouton où on a notre interface et du coup, comme dans, je sais pas, j'imagine, mais un site Webflow dans lequel on conçoit nos boutons, etc. Et on se dit, bon, bah, ok, ça c'est le bouton ajouter au panier, ça c'est le bouton pour se connecter, etc. Et en fait, derrière, par des attributs ou autres, Stripe serait capable. Je sais pas, j'imagine un peu Ouais, l'avenir comme c'est ça, possible, hein. mais, Franchement, c'est possible. C'est vraiment possible qu'il puisse se plugger à Webflow même hmm, pour créer ça. Euh, Après, toujours la même chose. Lui derrière de de Shopify pour la gestion des produits, des collections, des trucs. Enfin, je trouve que même pour la partie client, en fait, pour ouais, les gens qui vont gérer ça, donc on va dire quand on a une petite équipe de e-commerce, c'est pas forcément des devs derrière qui vont gérer tout ce qui est ajout de produits, ajout de photos, ajout de collections, trucs comme ça. Et je trouve que Shopify, l'interface est vraiment mieux fait pour tout ouais. ce qui est gestion de produits, de stock, de paramétrage des livraisons, de paiement, des notifications, de tout ça. C'est simple, c'est clair, c'est bien fait. Hmm. Ok, Voilà. ok, très bonne réponse. On va reprendre les questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à les mettre. Là, on atteint l'heure de live, donc n'hésitez pas à les mettre maintenant qu'on y répond. On avait David qui demandait où est-ce que tu habitais, où est-ce que tu étais basé. Ouais, alors d'ailleurs, je viens d'emménager à peine à Strasbourg, du coup. Un peu loin de J'étais. toi, David, j'ai l'impression. Ouais. Tu es où, toi, David? Dans le sud-ouest, si mes souvenirs sont bons. Sud-ouest? J'ai l'impression il y a beaucoup de gens de Init qui sont en Bretagne ou côté ouest aussi, non? Côté J'ai Nantes, ramené les Rennes. Bretons, bah, je suis de Nantes, j'ai ramené les Bretons et les Nantais. Mais on Ah, a, on a une petite punaise. vague quand même Nantes, ouais, de sud-ouest. On n'a pas trop de sud-est. sud-ouest. Ouais, ok. On a beaucoup de dom-tom, donc oui, Île-de-France, Nantes, Breton, expat, dans le Il n'y a sud-ouest. pas d'Alsacien ici, alors. Je crois pas beaucoup. Non, il me semble pas Française. avoir vu beaucoup d'Alsaciens. Ouais, voilà, Ouais, Bordeaux. pas beaucoup. Bordeaux, ok. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je crois pas. Non, pas forcément de questions. Ok. Ok. Après, si jamais vous avez d'autres questions, quelqu'un a d'autres Hmm, questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Slack, Init, en perso, peu ok. importe, j'y répondrai avec plaisir. Parfait. Est-ce que tu aurais des ressources peut-être pour tu vois, apprendre à se former sur Shopify, bah, se lancer même sur Shopify? Ouais, se lancer sur Shopify, vous avez franchement beaucoup de ressources. Un blog, j'avais Je vu. pense que vous avez une university aussi, je pense, un style university, Shopify, ils ont une chaîne YouTube. Après, l'outil est bien plus simple que Webflow à prendre en main. Il Hmm. faut juste connaître l'interface. L'outil est assez simple. Par contre, c'est vrai que pour comprendre un petit peu le liquid et peut-être les fichiers de thème, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais vous avez aussi, attendez, shopify.dev, shopify.dev, attendez, On va faire un cowork liquid bientôt. Cowork Le Liquid, vendredi, ça va être c'est journée clair. dev. On va faire tous les créneaux, ça va être que des. Ouais, c'est clair. Ah, putain. Ouais, donc Shopify vous avez pas dev. mal. Ok. Shopify Dev, donc là, il y a un petit peu de tout. Vous avez le système d'app, de thème, Excellent. attendez, le site, Liquid. Je suis curieux de savoir si dans le chat ou avec nous, il y a des personnes qui souhaitent lancer un e-commerce ou qui sont en train de bosser sur un projet e-commerce, savoir un peu si on a des profils qui, voilà, qu'on commence à combiner un peu du Ouais, Webflow avec du Shopify ou autre. Est-ce qu'on a des projets dans le pipe pour certains? ouais, Ah ouais, tiens, API curieux de Init, savoir ok. aussi. On va voir Et pour ça. tous ceux aussi qui ont été, peut-être, je serais curieux de savoir si vous avez déjà fait vraiment des e-commerce 100% sur Webflow, si vous avez déjà eu des demandes et si vous l'avez déjà fait, Hmm. si ça se passe bien, si vous êtes content, si les clients sont contents. Ouais, je pense que c'est quand même
très très osé de se lancer dans un e-commerce 100% Webflow parce que moi je pense que j'aurais la goutte au fond dès que le client demande la moindre fonctionnalité en plus ou autre. Ouais, c'est vrai. Mm. Gym page, ok. Gempage. Gempage. Ok, qui Ouais. est donc du coup le builder, comme on disait tout à l'heure. Je Ouais, passerai c'est un ça, petit tout peu. à fait. Il y a Gempages, il y a Pagefly, ouais, ça fait partie des page builders assez connus. Ok. Ouais, ouais, tu vois, Sylvain, Stripe avec un peu de Ouais, produit. Ouais. Là, je ouais, pense que dès avec qu'on peu de a produits. des petits achats en one shot comme ça, finalement, Stripe, Checkout, le bouton, enfin, ça peut Ouais, marcher tout assez à bien et du fait. coup, ça me permet de garder la flexibilité de Webflow. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est intéressant. Ok, ok. Bon, bah, très bien. Je précise pour tous ceux qui sont arrivés en cours, le temps que vous mettiez vos dernières questions avant qu'on se quitte, tous ceux qui arrivent en cours ou qui sont arrivés en cours, vous aurez le replay dans la foulée. Alors, je dis dans la foulée, ça dépendra de la vitesse d'upload de YouTube, mais le lien sera dans la foulée, donc en replay sur YouTube. Je vous mettrai directement le lien sur le Slack là ce soir ou demain matin, et vous l'aurez dans le récap de la semaine dès lundi. Donc, vous pourrez revoir tout ce qu'on a vu, reprendre des notes. J'ai gardé de côté tous les liens, donc je vais vous les remettre, comme ça vous pourrez aller voir, aller approfondir si vous souhaitez vous former à Shopify. Je vous mets également les liens si vous souhaitez contacter sur les réseaux d'Alexandre. Hop là, le LinkedIn, le Twitter. Est-ce qu'il y a un des réseaux sur lequel tu es Non, à plus vrai dire, actif pour l'instant, je suis pas très actif sur les réseaux, mais il faut que j'y remédie. J'ai vu que tu avais été actif. Il y a de ça. Ouais, j'avais participé à un petit challenge pour poster sur LinkedIn et Ouais. j'ai bravement arrêté au bout de 3 semaines. Mince. J'ai arrêté. Euh, il faut que je m'y remette. Ouais, il faut que je m'y Ouais. remette. Là, je viens de passer tout un déménagement, un emménagement. Hmm. En fait, j'étais à Montpellier avant. J'ai vu que quelqu'un était à Montpellier. J'étais à Montpellier. Après, j'ai bossé de l'étranger pendant 10 mois. Ok. Et je suis revenu en France là, donc c'était un peu une période transitoire depuis juillet où j'avais pas trop d'appart. Je viens de me réinstaller, donc ces périodes-là, c'est dur aussi pour être focus sur tous les niveaux. Enfin, toi aussi, Ouais. Je crois que tu as déménagé il y a pas très longtemps. T'as emménagé. Exactement. Bah, je suis arrivé dans la maison, là, il y a de ça 2 mois. Bon, non, un peu plus. Je raconte des bêtises, on est arrivé dedans mi-août. Mais du coup, bah, en effet, il fallait finir la rénovation, etc. Et c'est toujours un peu une période. On peut pas tout faire en même temps. C'est compliqué. C'est dur hein, à gérer Ouais, psychologiquement, gérer le boulot, gérer le déménagement et faire tout bien en même temps. ouais. Ça fait que toutes les choses avancent plus lentement, parce que tout avance de Ouais, front, c'est ça, mais voilà, on essaie c'est de ça. tenir le rythme et on arrive au bout, là, donc c'est cool. Bon, bah, c'est très bien. Je vois. Tanatin. Printful, ok, ouais, bah oui, pour la print on demand de Seb. Tu penses quoi de Malte, Fabien? Peut-être pour trouver des missions freelance? Est-ce que c'est ce que tu utilises notamment, toi, pour. Alors, Malte, ouais, j'ai utilisé Malte pendant un moment, surtout pour commencer. Ouais. Je trouve que il peut y avoir des choses bien. Euh, j'ai eu des bons clients sur Malte, surtout des clients avec qui je continue de travailler. Alors après, quand même 70% des demandes n'aboutissent pas, ou Hmm. parfois vous allez beaucoup être mis en concurrence avec d'autres freelances. Euh, C'est un je peu ce que je regrette avec Malte aussi. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup ce jeu de la concurrence, on va dire, sur Malte. Je l'ai quand même pas mal utilisé, moi, hein, au début surtout. J'essaye de m'en détacher de plus en plus parce que je pense que c'est pas forcément sain de dépendre 100% de cette plateforme et Hmm. tout le temps de la mise en concurrence qui est un petit peu stressant, où les gens vont Hmm. essayer de tirer souvent les prix vers le bas, mais s'ils vont tomber sur des gens qui vont pas contacter beaucoup de profils, avec qui vous avez un bon feeling de temps en temps, vous pouvez avoir une bonne surprise, qui vont Hmm. accepter vos prix sans les négocier. Enfin, L'avantage numéro un, je trouve, de Malte, c'est son référencement. ouais, Clairement, quand on se crée un compte sur Malte et on remonte dans les top 5 des résultats de recherche sur votre nom-prénom c'est dans la vrai, foulée. Donc ça, je trouve que c'est même vrai. si on ne trouve pas forcément la mission via la plateforme Malte, au moins notre nom est apparu
Et c'est un peu, enfin, on en reparle souvent dans les Cowork.js, mais de ces 7 points de contact avant qu'un client signe, il faut qu'il nous ait vu au moins 7 fois un peu partout, ou plusieurs fois sur des mêmes réseaux, etc. Mais il faut que notre nom assure confiance. Et le fait que Malte remonte à fond en référencement, je trouve que c'est un bon point. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est les réseaux surtout, des anciens Et clients peut-être? je précise aussi, sur Malte, il récompense aussi le fait que vous soyez très actif sur la plateforme. Donc le plus, en fait, c'est un petit peu parfois un cercle vicieux dans le sens où ils vous rendent obligé d'être presque addict à la plateforme, où dès que vous allez avoir un message, il faut répondre vite. En fait, plus vous répondez vite, plus vous allez être mis en avant par la plateforme. Moi, je me souviens qu'il y avait quelques fois où il me disait que j'étais premier sur la requête Shopify Shopify, j'ai déjà été premier sur développeur Shopify et Webflow, j'ai déjà été dans les 5 ou 10 premiers, je sais pas, un truc du genre. Ouais. Mais il fallait que je sois tout le temps sur Malte et du coup, après, on reste bloqué un peu dans cet écosystème et voilà, c'est pour et contre à peser. Mais disons que si vous voulez être de temps en temps sur Malte, vous risquez de pas être très très visible parce qu'ils vont pas vous récompenser de ne pas. Il faut mettre sa disponibilité à jour tout le temps. Il faut répondre sous moins de 2 heures pour avoir un bon temps de réponse et être mis en avant par la plateforme. Il faut avoir un bon taux d'acceptation. Donc parfois, il faut pouvoir baisser ses prix ou des choses comme ça. Enfin, En effet. voilà. Il y a des choses qui sont bien. Parfois, ça se passe bien et des choses un peu moins bien. Ok. Et dernière question, si tu veux. On a Fabien qui demande, est-ce que les clients acceptent facilement que tu sois en remote quand tu étais en déplacement, du coup? Franchement, oui. Alors ça, j'ai été vraiment surpris. Donc j'étais en Indonésie. En plus, il y avait 7 heures de décalage. Ouais. Et finalement, j'avais très peur au début. Je pensais que les gens allaient vraiment préférer le côté local, que ça allait leur faire peur de se dire ah, le développeur, il est à 10 000 kilomètres de chez moi, etc. Mais avec les clients que j'ai eus, les gens étaient plutôt ouverts Ok. à ce sujet. Et parfois, ça a même permis de créer plus de liens parce que les gens étaient déjà venus là et me dire ah, mais c'est génial, j'adore cet endroit, ou alors ah, t'as trop de la chance, c'est super. Parfois, ça m'a permis de créer du lien. Je pense pas que ça m'ait vraiment, que ça ait déjà joué en ma défaveur. Ça peut, hein. Je pense que ça peut. Il y a des entreprises, et je les comprends parfaitement aussi, qui vont préférer bosser avec des développeurs en local, limite dans leur région, parce que voilà, ils ont envie de faire De bosser faire leur plaisir. territoire, ou j'en sais rien. Tu vois, je comprends cette approche aussi, mais avec le Covid et tout ce qui s'est passé, les gens quand même se sont un peu ouverts Plus en l'esprit plus. sur le remote. Donc, les gens, à partir du moment où le boulot est fait, les gens s'en foutent un petit peu maintenant. Ah, Tony Makassi, quelqu'un qui est parti en Indonésie, Sama Sama. Je vais te répondre, Fabien. Ça voulait dire merci, ça voulait dire super, merci beaucoup. Voilà, Oh, je ok. traduis Bon, bah, Fabien. on aura Par appris contre, l'indonésien. Bagnac, je sais pas ce que ça veut dire. Que des souvenirs. Très bien. Bon, parfait. Ça fait 1h15. Je pense qu'on a fait grosso modo le tour. Je vois que les questions commencent à s'arrêter. Merci déjà. Merci d'être venu, d'avoir passé du Bah, temps avec nous. avec plaisir. C'était hyper intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté. Est-ce que ça vous motive à vous lancer dans le e-commerce? Est-ce que ça vous motive à au moins tester un petit peu Shopify, voir ce qu'il en retourne? Je suis curieux de savoir ça. Et j'en profite également pour répondre à David. En effet, il y a Cowork.js vendredi, même si Armand est en vacances actuellement. Il revient vendredi midi, donc il sera là l'après-midi. Je vous fais un petit récap parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est une très grosse semaine. Demain démarre la Webflow Conf aux États-Unis et du coup, on va couvrir ça. Alors, il y a 2 lives qui sont programmés. Il faut que je mette à jour mon message sur Slack parce que le premier n'était pas trop prévu. Mais il y a un premier live demain sur Twitch à 18h pour couvrir la keynote d'ouverture, la keynote pendant laquelle Vlad, parce que Vald, c'est une autre culture. Il y a Vlad qui va nous annoncer les nouvelles fonctionnalités et la roadmap à venir pour l'année 2022-2023. Et donc, on va couvrir ça demain, 18h sur Twitch, le Twitch de No Code France.
Jeudi à 13h, on se retrouve pour le Cowork classique. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en amont. Comme ça, je pourrais les préparer et puis vous proposer un format un peu plus intéressant plutôt que de la découverte de questions sur le moment. Je vous remettrai un petit message là-dessus. À 21h jeudi, on a le live récap qui reprennent, les lives classiques sur Twitch qui reprennent. Donc, c'est des lives orientés Webflow. On va faire un récap de ce qui a été dit pendant la Webflow Conf. Je vous montrerai 2-3 choses. On va redémarrer tranquillement avec surtout des sources d'inspiration, de la curation, des sites construits avec Webflow avec du JavaScript assez intéressant. Et on se retrouve vendredi aussi pour du coup le Cowork.js à 15h. Et donc, ça fait une semaine avec 4 événements. Donc, c'est bien rempli. 5 événements même, donc c'est bien rempli. Donc, vous aurez du contenu pour la semaine. Merci à tous. Je vois qu'il y a pas mal de monde. Hein. Fabien, Merci à Norizal, tous. Lyonnais, Fabien. Bon, impeccable. Envie d'approfondir analyse. Bon, parfait. Avec plaisir. Je vous le rappelle, ce sera disponible en replay dès lundi dans le replay, dans votre récap de la semaine et dans la foulée là sur le Slack et sur YouTube. Merci tout le monde. À la prochaine, Merci tout le Alexandre. monde. Et Avec puis, plaisir. À la prochaine. Et bonne puis, fin de n'hésitez soirée à tous. pas. Ouais. Merci. Et n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite qui vous viennent. Je reste Ouais. dispo. Trop bien, parfait. Sur Slack, Alexandre Cohen, impeccable. Voilà. Prenez soin de vous exactement. À très Allez, vite. Ciao, ciao. à très vite. Ciao, ciao.